On est 5 aujourd'hui. Il m'effraie toujours ce gars. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que Mathilde, Rachko et Jeanne sont prêts. On va se raconter aujourd'hui, comme vous connaissez le format, des histoires. Merci beaucoup à l'Escape Game qui nous accueille ici aujourd'hui. Mystery Time, c'est vraiment les frérots. Tout le temps on vient tourner des petites vidéos ici et franchement on est toujours bien accueillis. Ça fait plaisir, je mettrai tout en description évidemment. On remercie évidemment Hoopercast, la boîte de production avec qui on travaille pour faire cette vidéo. C'est trop des bons. Merci à eux pour le soutien et pour nous accompagner sur toutes les productions comme ça. Jeanne, tu kiffes ton thé ou pas ? Étonnamment, c'est pas aussi pire que ce à quoi je m'attendais. Dans les commentaires, j'ai vu qu'une personne a dit « Léo, je trouve ça honteux que tu proposes pas du thé aux abonnés. » J'ai fait « Ok, plus jamais alors, je ne propose rien. » Bon, écoutez, j'aime bien au début des vidéos, vous savez, que les gens commencent par une petite phrase pour décrire leur histoire. Rachko, toi, t'aurais une petite phrase pour décrire et hyper un peu les gens sur ton histoire. Je pense avoir quelque chose, je dirais silhouette nocturne à La Réunion. Jeanne, c'est quoi toi, ta petite phrase? J'ai possiblement évité un meurtre. Ok, et toi Mathilde? Clair, net et précis, ça sera le pendu. Moi, ce sera, les amis, la malédiction de la bague. Et vous comprendrez pourquoi, évidemment, après. Là, ça peut paraître bizarre, mais vous comprendrez. Les amis, je vous propose qu'on passe à l'histoire de Rachko. Et après, évidemment, après l'histoire, on parlera, on pourra théoriser aussi sur son histoire. Chacun pourra donner notre avis. Rachko, je t'en prie, tu peux commencer. Merci. Merci encore pour ton accueil, je m'y attendais pas et je suis très honoré d'être là. Merci Sincèrement, frérot. c'est cool. Le lieu est top aussi, ça c'est cool. L'histoire, moi, que je vais vous raconter, ça ne m'est pas arrivé à moi. Et elle s'est produite en 2008 à mon ancien ami avec qui je vivais à Paris. Donc on a vécu à Paris ensemble, mais donc, moi j'étais à Paris pour les études, le boulot, la musique, tout ça. Lui était passé enseignant, il était professeur des écoles à cette période. Et pour vous dire que ce qu'il m'a raconté, enfin ce qui lui est arrivé à une époque, j'y crois dur comme fer. C'est-à-dire que c'est une personne, je mettrais ma vie entre ses mains. J'ai une entière confiance en lui. Donc je pense pas qu'il m'ait mitonné l'histoire, ou absolument pas. Donc encore une fois, l'histoire se déroule en 2008. À cette époque, donc je vais aussi donner un autre prénom, évidemment, pour l'anonymat. Donc Franck, avec qui donc je vivais, m'avait raconté un jour cette histoire, qui s'est donc déroulée en 2008. Et il faut savoir qu'à cette époque, il était en dernière année de Sciences Po à Paris. Il faut savoir aussi qu'à cette époque, il avait un compagnon qui s'appelait Steve, qui avait à peu près une dizaine d'années de plus que lui. Ils habitaient ensemble à Paris. Ils avaient leur vie quotidienne, tout allait bien. Il y avait seulement une chose, c'était que leur relation était un peu discrète, un peu secrète, on va dire. Peut-être pas du côté de sa famille à lui, mais plutôt la famille de Steve qui, la majorité, était à La Réunion. Et à La Réunion, il y a une chose, moi j'y suis allé aussi, et pour avoir vu ça aussi, pour en apercevoir, c'est qu'ils sont très croyants. Et par moments, ils sont aussi proches à tout ce qui peut être un petit peu, alors je pense pas vraiment me tromper, mais un peu de vaudou, esprit, etc. Mais tout ça pour vous dire que sa belle famille, du coup, n'était pas au courant qu'entretenait la relation entre les deux, quoi. Sauf une sœur. Et cette sœur, elle apparaîtra dans l'histoire, c'est pour ça que je la cite, qui s'appelle Agathe. Franck nous décroche sa place major de Sciences Po, et pour l'occasion, il voulait fêter en vacances, faire un petit voyage à La Réunion, chez la famille de Steve. C'est une donc des nombreuses sœurs de Steve qui étaient allées les récupérer à l'aéroport en voiture, et ils ont eu encore, je crois, un bon 2 heures de route encore à faire, puisqu'en fait ils étaient destinés à arriver à la maison de campagne de famille de Steve, dans laquelle il a grandi étant jeune, tout ça. Donc une maison un petit peu perdue au milieu de nulle part. Donc déjà on peut s'imaginer une ambiance très vaste et en même temps juste cette pauvre maison qui se trouve là au milieu de nulle part. Donc déjà là, pour ceux qui n'aiment pas trop le vide, enfin le côté très désertique, voilà, on est vraiment à l'extérieur de tout, enfin il n'y a rien autour. Le soir venu, étant donné que personne n'était au courant de la relation entre Franck et Steve, chambre séparée oblige, Franck avait sa propre chambre d'amis. Donc il ne dormait pas avec Steve, Steve d'ailleurs dormait même avec sa mère. La nuit est arrivée, tout le monde dormait dans la maison. Comme certains, une petite envie arrive d'aller aux toilettes. Franck à ce moment-là se lève et doit passer en fait un long corridor pour accéder ensuite au salon. Et par ce salon, après, ça donnait sur la porte pour aller aux toilettes, au sanitaire. Il y avait ce soir-là un beau clair de lune, de façon à ce que ça éclairait plutôt bien dans certaines pièces. Pourquoi je dis ça? Parce que donc, quand il arrive au début du salon, il voit donc un fauteuil qui se trouve donc à côté de la télé et d'une grande plante verte. Une silhouette. Silhouette
très noir, mais bien dessiné, quoi. Il voyait très bien les épaules, la tête. Et la position, c'était vraiment presque comme ça, j'ai envie de dire, avec un cigare. Et on voyait clairement la fumée apparaître. Franck, à ce moment-là, il reconnaît tout de suite son ami. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, en pleine nuit? Pas de réponse. Je croyais que tu avais arrêté de fumer en plus de ça. Et en plus, tu t'es mis au cigare maintenant, c'est nouveau ça. Toujours pas de réponse. À la place, juste, il avait à peu près la vision de voir des grands yeux blancs ouverts, mais qui clignaient pas. Enfin, aucun mouvement, rien. Et il commençait à s'énerver, donc Franck commence à s'énerver. Il dit bon bah si t'as pas envie de me répondre, vas-y, continue à faire le débile. Quand tu seras calmé ou demain on en parlera en tout cas. Il continue sa route pour aller au sanitaire. Il y a juste cette silhouette qui suit du regard, Franck. Et puis une fois sorti des toilettes, le fauteuil était vide. Il n'y avait plus personne. Le lendemain matin, tension plutôt palpable parce que Franck a voulu mettre un petit peu de côté Steve pour en parler et lui a demandé c'était quoi ce délire de cette nuit, de te lever en pleine nuit, de pas me répondre, d'être là en train de fumer et de pas me répondre. Et il lui a répondu mais arrête d'être parano, c'était pas moi, qu'est-ce que tu racontes? Moi j'ai dormi toute la nuit, je me suis pas levé, je suis resté dans la chambre avec ma mère. Faut que t'arrêtes, hein, ça va trop loin. Il y avait de la famille donc de Steve qui savait que Steve était de retour, donc pour faire un week-end de bienvenue, de retour aux sources, tout ça, donc la famille de Steve allait arriver, donc fallait vite mettre un peu la main à la pâte, de façon à préparer un petit peu l'apéro, l'extérieur, la table, la cuisine, tout ça. Une des sœurs du coup que Franck connaissait déjà, parce qu'en fait c'était une sœur qui était déjà venue à Paris leur rendre visite, et donc c'était cette fameuse sœur, Agathe, qui était la seule finalement à connaître véritablement la relation qu'entretenait son frère avec Franck. Steve se confie à Agathe, et dire le voyage était un peu long, on s'est un peu pris la tête, tout ça. Essayez de lui parler parce que là, il m'a sorti une connerie que j'étais en pleine nuit en train de squatter le fauteuil à papa. Je sais pas ce qui lui passe par la tête, mais il délire complet. Encore une fois, Franck s'entendait aussi très bien avec Agathe. Et Agathe, à un moment, l'a aussi pris très discrètement de côté et il lui a demandé oui, alors j'ai appris que vous vous êtes un peu pris la tête, c'était un peu palpable, il y avait une tension quoi, depuis votre départ de Paris. Paraît que tu as vu mon frère en pleine nuit comme ça. Il dit ben ouais, il voulait pas me répondre, il lui a encore une fois tout raconté. Et elle dit bon d'accord, j'entends. Et à un moment elle sort un petit portefeuille et elle sort une petite photo d'identité. Une photo qui avait l'air légèrement un peu usée, qui a pris le temps quoi, comme on dit. C'est bien lui que tu as vu. Il dit ah oui, c'est Steve, mais il paraît un peu... Ouais, mais c'est Steve, ouais. Et donc, Agathe répond... Alors, comme tu le sais peut-être, notre papa est décédé il y a 5 ans. Donc c'est lui sur la photo, c'est papa, quand il était un peu plus jeune. Et c'est vrai qu'il ressemble trait pour trait à mon frère. Beaucoup. Et c'est lui que tu as vu hier soir, cette nuit. Il arrive que, de temps en temps, il vient chez nous. Il a toujours été très protecteur de son vivant envers la famille, ses amis très proches, des siens. Et ça lui arrive que de temps en temps, il fasse une petite apparition par-ci, par-là dans la maison. Il vient nous rendre visite, il vient voir si tout est OK. Et particulièrement quand il y a des étrangers ou des invités qui sont à la maison, qui viennent dormir, qu'il ne connaît pas, qui ne connaissait pas peut-être de son vivant en plus de ça. Et que par moments, il a même pu être agressif, violent. Et elle lui a donc confié, je pense que tu as eu de la chance parce qu'il ne t'a rien fait justement. Donc c'est peut-être même un signe pour dire t'es le bienvenu dans la famille, tu ne veux que du bien à son fils, donc tu es le bienvenu parmi la famille. Encore une fois, Franck qui était complètement athée de base, il avait les yeux écarquillés quand il en pouvait plus, il a dit mais donnez-moi un rhum arrangé là comme vous avez le secret parce que là, waouh. Arrivé de nouveau à Paris au retour, il a appris que Steve le trompait avec un autre homme et donc lui a demandé de prendre ses affaires et de partir. Ça c'est relou ça. C'est la vie, ça arrive. Mais donc toute cette histoire autour de Franck pour vous dire que, encore une fois, lui-même disait de base je ne croyais en rien, tout ce qui est les livres saints qu'on connaît tous aujourd'hui et ce qu'on entend que ce soit à la télé, par les gens dans la rue ou n'importe quoi d'autre, d'accord, plus ou moins extrême. Je pensais que tout ça c'était chimère et conte, histoire pour enfants. Maintenant que j'ai vécu ça personnellement, je me dis qu'il y a quand même effectivement peut-être quelque chose après la mort. Je n'arrive peut-être toujours pas encore aujourd'hui à le définir, mais je sais que maintenant je retrouverai un jour mon cher père et ma chère mère qui sont partis trop tôt et je sais que je les reverrai un jour.
Voilà, c'était l'histoire de Franck. Waouh, bravo. Du coup, est-ce qu'il faut pas en fait vivre un truc pour y croire? C'est la question à se poser en fait maintenant, quoi, c'est ça. Il a totalement changé sa vision de voir les choses. Exactement, il se moquait de l'Église et de toute autre religion, lui et même sa mère, hein, qui était complètement athée, à dire c'est de la connerie, c'est pas la peine d'aller à l'Église, il n'y a pas de bon Dieu, on est mort et c'est terminé. Que maintenant qu'il a vécu ça, forcément... Il voit les choses différemment. Ah complètement, il respecte vraiment du coup chaque croyance finalement, et c'est vrai que ça j'en ai discuté avec lui, j'en ai discuté aussi avec ma famille qui est... protestante luthérienne et évangélique de l'autre côté. Et c'est vrai que ma grand-mère m'a toujours dit, c'est ce que je te racontais tout à l'heure, ton rapport avec Dieu ou à tes croyances, finalement, ça n'appartient qu'à toi. Et on s'en fout en fait de la vie des autres. Les autres, ils en font ce qu'ils veulent. Malheureusement, c'est pas toujours à bon escient, ils en font toujours quelque chose, pas forcément de bien. Mais en tout cas, toi, ton rapport, il est personnel et il est intime. Et avec tes croyances, tes convictions. C'est ça le plus important. Après moi, d'un point de vue spirituel, c'est vrai que ça arrive souvent en fait que des entités restent, ne partent pas en fait dans l'au-delà, dans la lumière en fait, qui restent vraiment ici. Généralement, soit c'est un objet, soit c'est une personne, soit c'est un lieu. Des fois, ils restent en fait Dans le foyer, tu veux dire? Ou à leur endroit phare. Voilà, leur endroit qui se sent bien ou qu'il s'est passé quelque chose à cet endroit. Et là, tu vois, en l'occurrence, c'était vraiment ce fauteuil. Ce grand fauteuil en cuir, quoi. Ouais, c'est ça. Il s'est passé des trucs dans ce fauteuil, enfin. C'était le sien, il est pas. Je sais pas s'il est mort dedans, mais en tout cas, c'était son fauteuil, quoi. À côté de la plante et de la télé, quoi. Vraiment, c'était sa place. Non, bah ça m'étonne pas, ça m'arrivait souvent en communication ou quoi qu'on me dise bah oui, je suis là, mais je veux pour veiller en fait, pour surveiller, comme tu disais tout à l'heure, qui était là pour voilà, pour veiller et dès qu'il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans la vie, qui vient voir un peu ce qui se passe. C'est pas forcément méchant, c'est ça que tu veux dire, quoi. C'est pas forcément une mauvaise énergie, c'est une énergie, voilà, pour veiller un petit peu. Pour protéger un peu les personnes qui lui sont chères. Mais c'est vrai que moi, de ce que j'ai toujours entendu, c'est qu'on sait pas vraiment dire, parce qu'on dit toujours si l'esprit, si l'entité est encore là, c'est qu'il a pas réussi à passer dans l'au-delà. Donc en fait, on sait pas s'il est encore triste, déçu, en colère, on sait pas si finalement il a passé l'au-delà ou pas. Après, il y a des entités qui restent là contre eux-mêmes en fait. Des fois, c'est une personne qui va pas vouloir, par exemple... Faire le deuil, c'est ça? Voilà, faire le deuil, que en fait, ça, c'est des énergies qui sont envoyées et qui peuvent empêcher en fait, la personne de partir. Parce que la personne en fait, ne l'a jamais oublié, n'a pas fait son deuil ou quoi. Ça arrive souvent. Des fois, elle reste par elle-même en fait. Elle est bien là, elle se dit j'ai pas envie de partir, j'ai envie de veiller. C'est soit un choix personnel de la personne de l'entité, soit c'est malgré elle. Moi les gars, j'ai dit à ma mère, fais-moi un signe. Je sais plus ce que je lui dis, mais un truc précis. J'espère qu'elle va pas mourir vraiment, mais genre si un jour, ben, malheureusement voilà, il se passe ce qui se passe, ben, fais-moi un signe. Et là, tu vois, je serai en mode waouh. Ça me ferait un peu peur, je pense, hein, au début. Bah écoute, merci Rachko. Avec grand plaisir. On passe à l'histoire plutôt rationnelle maintenant de Jeanne. Ouais, moi c'est très rationnel pour le coup. Bah du coup, moi pour le coup c'est une histoire qui est très rationnelle et je l'ai vécue il y a assez longtemps. Je l'ai vécue quand j'avais 8-10 ans, là j'en ai 19 à l'heure actuelle. Donc il y a possibilité que mon cerveau ait peut-être mélangé des choses, que mon souvenir se soit modifié au fil du temps. Je peux pas vous garantir de 100% de la véracité de mes propos, mais en même temps... je sais ce que j'ai vécu Au fond de toi, quoi. C'est ça. Bah, c'est cool de le préciser, en tout cas. Il faut savoir que chez moi, ma chambre, elle est située au dernier étage, donc c'est un peu un grenier réaménagé. Sauf que du coup, l'été, il fait très chaud et l'hiver, il fait très froid. C'est un peu le souci. Et un jour d'été, c'était vraiment la canicule, il faisait hyper chaud, à tel point que ça faisait 2 jours que j'arrivais pas à dormir dans ma chambre parce que tu te réveilles, t'as chaud, tu suffoques, tout ça, c'est vraiment pas quelque chose d'agréable, quoi. Et donc, je disais à mes parents un soir ou dans l'après-midi, est-ce que je peux dormir dehors dans le jardin? Je prends un petit matelas, un petit tapis de gym, un petit plaid et je vais dormir dans le jardin. Le jardin, quand t'es petit, c'est l'endroit où tu vas le plus, quoi. C'est la safe place un peu, quoi. Derrière mon jardin, il y a une allée qui relie tous les jardins de la rue. Donc j'y suis vraiment très souvent parce qu'avec tous les enfants de l'allée, dès que c'est les après-midi, dès qu'on est en week-end, on se rejoint et on fait des activités un peu dans les jardins de tout le monde, quoi. Donc vient la nuit, je pose mon petit matelas, mon plaid, un oreiller et un MP3 violet. C'est pas important pour l'histoire, mais tu précises, ouais. Et donc le début se passe bien, je regarde un peu, j'entends autour de moi et surtout j'écoute les oiseaux parce que, encore une fois, derrière cette allée, il y a des grandes grilles et il y a un parc public derrière.
Ce qui fait que tout le monde peut rentrer et ressortir comme il veut. C'est pas un parc avec des grilles, c'est vraiment ouvert. Et souvent, y a du monde qui passe pour promener leurs chiens, pour courir, tout ça. Donc, je suis tranquillement en train d'écouter les oiseaux. Et à un moment, j'entends des bruits de pas un peu comme si quelqu'un courait. Il doit être vers 22h30, 23h. J'ai plus vraiment la notion du temps, mais il était quand même déjà assez tard. Et j'entends ces bruits de pas de course et au début je prête pas vraiment attention. Parce que je me dis, bon, souvent il y a des gens qui vont courir après le travail ou quoi. Là il est tard, mais ça se trouve, c'est quelqu'un qui a un rythme de vie un peu décalé et puis juste qui court plus tard, c'est pas dramatique. Par 10-15 secondes après, j'entends pareil, des bruits de pas qui courent dans le même sens. Bon, je fais un peu abstraction. 5 minutes après, ça revient. Pareil, un premier bruit de pas, un deuxième qui le suit. Et je commence à me dire, bon, je vais essayer de quand même rester un peu sur mes gardes. Normalement, il ne devrait rien se passer. Mais la suite, la suite fait que j'ai bien fait de rester sur mes gardes. Donc après ça, j'entends... je pense que pendant 10 minutes à peu près, il ne se passe plus rien. Mais je me dis, bon, quand même, on ne sait jamais. Avant vraiment de m'endormir, autant que je fasse attention parce que... Bon, c'est con, mais un parc public à côté de chez moi, si quelqu'un escalade la grille, il se retrouve quasi dans mon jardin, quoi. Et du coup, j'entends des bruits de pas, mais très doux cette fois-ci, et juste un passage. Et là, en fait, je distingue une ombre, mais l'ombre, elle n'est pas derrière les grilles du parc, elle est dans les grilles de l'allée, en fait, elle est devant les grilles du parc. Et encore une fois, je rationalise, je me dis, ça se trouve, c'est juste quelqu'un qui est un voisin, quoi. On est vraiment plein, pour le coup, dans l'allée, qui passe et qui rentre chez lui, ou je sais pas. Je me dis, bon, c'est très bizarre, mais voilà. Et du coup, je me dis, je fais semblant de dormir pour je sais pas, juste pas engager la conversation avec cette personne, quoi. Et au final, à un moment, vraiment peut-être 2-3 minutes plus tard, hein, vraiment pas beaucoup, je rouvre les yeux. Et je vois quelqu'un devant la porte de mon jardin qui me regarde et quand il voit que moi je le regarde, et à ce moment-là il me dit un peu d'une voix assez basse, excuse-moi, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît, je suis en danger, est-ce que tu peux me faire rentrer par chez toi pour que je ressorte de l'autre côté? Et franchement, honnêtement, là, je sais pas quoi faire. J'ai plus vraiment de souvenirs là de ce moment-là même, mais je sais juste qu'à un moment, il est dans mon jardin et que je suis à 2-3 mètres de lui. Je fais exprès de mettre un peu de la distance entre lui et moi parce que... Et donc là, je dis, bon, est-ce que vous voulez pas plutôt que vous me racontiez un peu ce qui se passe au niveau de la terrasse? Et en plus de ça, il y a mes parents qui dorment dans la chambre d'en haut et c'est vraiment la terrasse donne sur leur chambre. Donc voilà. Je me dis au moins si je crie, on m'entend et voilà. Encore une fois, petite précision, surtout quand j'étais petite, j'ai l'impression un peu moins maintenant, mais j'arrivais vraiment beaucoup à ressentir un peu les émotions des gens et j'ai toujours su quand quelqu'un avait peur, quand quelqu'un était angoissé, quand quelqu'un était en danger, ou quand au contraire quelqu'un avait une nouvelle réjouissante, tout ça, je l'ai toujours un peu, je suis très observatrice, donc je l'ai toujours entendu et c'était assez naturel pour moi. Et donc là en fait, au fur et à mesure qu'il me raconte son histoire, je sais que ce qu'il me dit c'est la vérité, qu'il y a quelqu'un qui le suit, qui a envie de le tuer, de le poignarder. Pour l'info, c'est pour une histoire d'amour apparemment. On va pas rentrer dans les détails, mais il était sorti avec une fille et je sais pas ce qu'il a fait, peut-être qu'il a merdé, je sais plus. Mais et son frère a voulu venger sa sœur du coup. Et donc je sais au fond de moi pertinemment que ce qu'il me raconte c'est vrai et surtout que je mets en parallèle avec le fait que j'entendais 5 minutes avant des bruits de course, un peu comme si quelqu'un suivait une autre personne. Et donc je me dis bon, tant pis, je le laisse passer et puis je laisse tout ça derrière moi. Sachant que oui, il m'avait montré aussi sa carte d'identité, tout ça, il m'avait montré ses papiers, il avait un petit sac avec genre un napolitain et une bouteille d'eau. Je crois à son histoire, je le laisse passer par chez moi pour du coup qu'il reparte côté rue. Au niveau côté rue, il me remercie vraiment 1000 fois et il me dit merci beaucoup vraiment, je sais pas si tu te rends compte mais tu viens peut-être de me sauver la vie et il part en courant. Imagine, t'es un enfant et t'entends ça d'un adulte. Ouais, c'est fort. Et autant j'ai plus du tout la tête de ce monsieur, mais autant le moment,
Je pense que mon cerveau l'a effacé, franchement, avec le temps. C'est peut-être pour un principe d'inhibition. Mais j'ai vraiment ce moment où je suis devant la porte de chez moi et où je vois mon ombre partir en courant et où je suis un peu bloquée quoi, à ce moment-là. Je m'installe 5 secondes dans le canapé, 5 minutes plutôt. Et je me dis, bon, il y a quand même mes affaires dehors. Le matelas, les plaids, tout ça, va bien falloir que j'aille le rechercher à un moment. Et parce que l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais du coup, à un moment, je ressors pour rechercher mes affaires et que je rentre dormir dans le canapé. Je m'en fiche, mais je vais plus dormir dehors. Et en fait, en ressortant, je vois dans le jardin de mes voisins une ombre d'un monsieur avec une lampe torche qui est en train de chercher en dessous du trampoline. Je reste en retrait, vraiment, je me cache tout en observant parce que c'est con, mais je suis curieuse quand même. Il y a un moment où je me dis au pire, juste le temps que je cours, que je rentre chez moi m'enfermer, il aura jamais le temps de venir. Et du coup, je le vois passer un peu de jardin en jardin. Dans les jardins de tous mes voisins, il y a un garage, pas le mien. Moi, j'ai une balançoire au bout. Donc, le visuel du jardin, le jardin est vide. Il n'y a pas d'endroit où se cacher. Donc, je vois qu'il passe vraiment dans le jardin de mes voisins. Il regarde à travers les vitres des garages, tout ça, les fenêtres des portes des garages. Il cherche et je suis vraiment là en mode... c'est là où tout me dit... Je me dis, ok, j'ai bien fait de croire au monsieur que j'ai laissé passer parce que si ça se trouve, s'il l'avait retrouvé ou s'il n'avait pas été assez rapide, j'en sais pas ce qui se serait passé, quoi. Et donc, moi, je le laisse passer. J'attends que je ne le vois plus du tout dans mon champ de vision pour vite aller récupérer les trucs dans le jardin et repartir m'enfermer chez moi. Mais voilà, c'est quand même une histoire qui m'a marqué pour le coup. Merci Jeanne, je peux t'applaudir pour ça? Oui, en vrai, merci. Bravo pour avoir sauvé ce gars, en vrai. Mais en vrai, d'un point de vue extérieur, tu peux te dire en vrai au début, putain, à tout moment, le gars, il me mytho totalement et c'est lui qui va me tuer, tu vois. Tu peux te dire ça en vrai. Ou que c'est genre, tu sais, un mec qui aime peut-être les enfants, tu sais, un mec un peu bizarre. Ça se trouve, ça aurait très bien pu être une mise en scène d'une personne qui court après une personne. Tu vois, je sais pas, tu peux faire des repérages, surtout dans des lieux où c'est public derrière. Et ça se trouve, c'est juste une mise en scène pour... Est-ce que tu as la certitude aujourd'hui que ce mec-là était vraiment en danger ou... C'était ma question aussi, c'est est-ce que dans le village on a entendu des choses ou... Du coup, j'habite quand même en ville, donc tout le monde se connaît pas. J'ai eu aucune nouvelle après. Je me souviens avoir recherché les jours d'après s'il n'y avait pas des faits divers de par là où j'habite, mais rien du tout. Du coup, j'ai vraiment juste ce truc de souvenirs quand j'étais jeune et ça se trouve, mes souvenirs ont été modifiés, je sais pas. Je sais que je l'ai vécu et j'aurai probablement jamais d'autres nouvelles par la suite. Ok, donc règlement de compte, un peu ça quoi, par rapport à une histoire d'amour. Ok, ça me donne plus envie d'être... Pas tout de suite, non. Bah écoute, merci beaucoup Jeanne pour avoir partagé cette histoire. Et on passe maintenant à l'histoire, évidemment, de... Mathilde, est-ce que t'es prête? T'es chaud ou pas? Allez, let's go. Alors déjà, pour recontextualiser, depuis petite, j'ai une sensibilité médiumnique. C'est-à-dire que dans mon ancienne maison, déjà, depuis ma naissance jusqu'à mes 15 ans, j'étais restée là-bas. Je voyais des apparitions, des murmures, des voix. Je ressentais des choses et je les voyais aussi. Je veux dire, pour moi, c'était normal du coup. C'est seulement par la suite où je me suis rendu compte qu'en fait, c'était, on ne va pas dire un don, mais voilà, c'est pas comment en fait. Du coup, en parlant, parce qu'en grandissant, du coup, j'en parle, je dis est-ce que vous aussi, machin, elle me dit non. C'était seulement si on en parlait que je disais au fait moi ça voilà je vois ça. Mais sinon ouais, je le disais pas. Mais du coup en grandissant ça s'est vraiment amélioré avec le temps, ou du moins ça s'est vachement ça s'est amplifié parce que du coup maintenant j'arrive à ressentir les émotions de la personne ou quoi, de ressentir aussi les douleurs physiques s'il y en a. Dans le milieu, on appelle ça aussi médium sensitive. Tu ne vois juste pas ou communiques pas, c'est aussi tu ressens dans tout ton être. Donc l'histoire que je vais vous raconter, c'est pour ça que j'ai fait un petit avant, parce que du coup ça relève de la compétence un peu médiumnique. C'était en août 2023. J'avais une connaissance, etc. Et en échangeant, du coup, je lui fais part que j'avais quelques comment je peux dire ça ? Capacité, voilà. Du coup, il disait, vas-y, au pire, tu sais quoi, moi, chez moi, je me sens pas trop bien, j'ai un peu une mélancolie, je sais pas, c'est bizarre. Au pire, tu sais quoi, tu passes, y a ma mère, ma sœur, pas de souci, tu passes, tu me dis ce que t'en penses. Donc déjà, la personne qui m'a invitée chez lui, on va l'appeler Alex. Et il a une sœur, et sa sœur a une fille, donc du coup, sa nièce, qu'on va appeler Clara, voilà, qui est très importante dans l'histoire.
Donc je rentre, etc. On boit un apéro, etc. Machin. La gamine, donc Clara, qui a 4 ans au moment des faits, elle était à bras, dans les bras d'Alex et je sais pas, ils avaient un lapin. Donc ils sont partis voir le lapin, etc. dans le couloir, etc. Moi j'étais dans la cuisine avec la mère et la mère du coup de Clara. On parlait, on échangeait. Et au loin j'entends ah, il est moche le monsieur. Du coup moi je me retourne. Je regarde Alex, il me regarde aussi, et je fais ça, il y a quoi? Il fait apparemment il voit quelqu'un là. Du coup je me lève, il y a une porte d'entrée, donc la porte d'entrée est là, il y a un très long couloir et au bout du couloir il y a les toilettes. Entre la porte d'entrée et les toilettes, c'est une ouverture qui donne sur le salon. Donc je passe au niveau du salon, quelle fut pas ma surprise quand je tourne la tête et je vois effectivement un monsieur qui est pendu. Donc je le vois pas net comme je vous vois là, je le vois un peu trouble, mais je le vois un peu quand même. Et effectivement, il était pas très beau. Donc du coup, tout de suite, je m'attendais pas du tout à voir ça. Hein. Vraiment, les apparitions, ça m'arrive de temps en temps, mais aussi net comme ça, précis. Mais c'était en plein jour? Non, c'était le soir. Soir, ouais. Le soir vers 22h. Donc du coup, tout de suite, crise d'angoisse. Hein. Vraiment, je me retourne, je suis comme ça, j'allais, j'étais pas bien, je me retourne, je suis comme ça, limite j'ai les larmes en pleurs, je suis là, je panique. Je reprends mes esprits, je fais ok, bon, du coup je respire, je me retourne forcément, je le vois plus. Et ce que j'aime bien faire, généralement quand je vois une entité ou quoi, c'est que j'aime bien aller en fait à l'endroit où je l'ai vu. Parce que souvent je ressens plus les choses, par exemple si je l'ai vu là, je vais aller là, et puis comme ça je peux plus ressentir les choses, plus en fait, entre guillemets, rentrer en communication avec, je sais pas, à chaque fois ça m'attire en fait, dès que je le vois là, je fonce. Et donc du coup, je me mets là où je l'ai vu, en dessous plus précisément de là où je l'ai vu. Je ferme les yeux, je me concentre parce que j'avais déjà l'intuition que c'était un homme. Je ressentais vraiment quelque chose de masculin. Et je ressentais de l'aide aussi, vraiment quelque chose, j'en ai des frissons quand je parle, je chantais vraiment, ouais, genre aide-moi, je chantais ça. Donc je me mets en dessous, je me concentre, je ferme les yeux. Il y a Alex, la gamine, il y a tout le monde qui s'est ramené du coup. Et là, je me concentre. Et je sens des trucs taper dans mon dos. J'ai des frissons. Voilà, je me décale, c'était ses pieds, en fait, qui tapaient dans son dos comme ça. Et vraiment, j'en ai des frissons, c'est horrible. Donc là, nouvelle fois, je repanique un peu. Forcément, c'est pas courant que des touchés, etc. J'ai déjà eu, mais autant comme ça m'a vraiment surprise. Donc je fais ok, bon, pas de souci, c'est pas grave. Je me concentre et là, je commence à pleurer. Je ressens son émotion, je ressens qu'il est pas bien. Je me mets à pleurer, je fais il est pas bien, c'est un homme. Vraiment là, dans ma tête, ça fait vraiment tout défile dans ma tête. C'est un homme dans la 60aine d'années. Je vois une lettre, je vois une femme. Donc voilà, j'explique, etc. Et en me calmant, je fais ok, c'est bon, j'ai compris. Donc en fait, on retourne ensuite dans la cuisine. Je dis ok, c'est un homme, 60aine d'années. Je vois une lettre, je vois une femme, je vois qu'il est triste. Je ressens qu'en fait, il a perdu quelque chose qu'il aime. Pour moi, sa femme a écrit une lettre de départ que lui n'a pas supporté, s'est suicidé. Ensuite, ce qui m'a fortement étonnée, c'est que Clara, la petite de 4 ans, instinctivement, elle se met sur mes genoux. Alors qu'en soi, je sais pas pourquoi. Bon, elle se met sur mes genoux. Elle est collée contre moi, vraiment. Je fais, ok, il n'y a pas de souci, tu as besoin de réconfort. Forcément, tu as vu quelque chose, je peux comprendre. On parle, etc. Et là, toutes les deux, donc elle et moi, on tourne la tête comme ça. Et en fait, on le voyait tous les deux passer. J'en ai encore des frissons. Je voyais tous les deux passer. Donc on le regarde, tout le monde s'arrête de parler, on nous regarde. Et qu'est-ce qu'il y a? Je sais, il est à côté, là. Il est à côté de nous. Clara, la petite, elle dit, le monsieur, il est triste. Il a plus son amoureuse. Même ça confirmait ce que tu ressentais, tout ce que tu as... Au cas où on pourrait se dire, ah mais elle a dû écouter ce que j'ai dit, etc. Elle était partie en fait au moment où tout passait dans ma tête et que j'ai tout dit, elle était partie dans la cuisine avec sa mère, donc il y avait que moi, Alex et sa mère qui étaient là à ce moment-là. Elle a pas pu entendre. Et donc du coup là je me dis, ok d'accord, il se passe un truc, ça veut dire qu'on était en fait à 3 en train de communiquer avec l'entité. Donc la gamine, moi, plus l'entité, en fait, on était à 3. Et ça s'était déjà arrivé ça avant qu'un triangle un peu... Jamais, vraiment jamais. Et le truc c'est que forcément elle a 4 ans, je comprends pas tout ce qu'elle dit. Donc en fait on était à 4 avec Alex, il
décrypter en fait ce qu'elle disait. Donc en fait oui, c'était ça, c'est que le monsieur il est triste, il a perdu sa femme, c'était vraiment en fait ce que j'avais ressenti. La mère de Clara, du coup, ce que je peux comprendre, je me mets à sa place, je me dis, je vois ma fille, elle est en train de me dire tout ça, elle est en communication avec quelque chose que je ne vois pas, je pète un plomb. Donc sa mère tout de suite elle a fait stop, elle s'est levée de sa chaise, elle a tout jeté, elle fait stop, stop, arrêtez, arrêtez, je veux plus entendre parler de ça, etc. Donc là forcément tout s'arrête, tout s'arrête en fait, j'avais plus de contact, rien du tout. Et là la gamine, elle s'est endormie net dans mes bras. Donc pour moi je pense que l'entité elle a puisé. Puiser dans elle quoi, et dans toi aussi peut-être un peu, mais surtout elle comme elle est petite. Ouais. Bah, en fait ouais, ce que j'ai appris aussi avec le temps c'est de me faire une barrière. C'est-à-dire j'ai mon espace, tu rentres pas dedans. Donc ça aussi, avec le temps je pense que ça s'endurcit, mais bon. Donc du coup, sa mère à Clara, elle la prend, elle le met dans le canapé, elle fait bah, c'est bon, elle va dormir. Donc voilà, je fais ça, je tourne la tête et en face de moi j'avais un chapelet. Il y avait un chapelet dans la cuisine et je le regarde. Il était en train de faire droite-gauche comme ça. Ça c'est souvent mauvais signe ça. Et là je vois ça, je fais ok, mais en fait j'étais restée figée dessus, hein. J'ai même pas dit regardez, j'ai été figée. Je regardais juste faire en fait. Je me disais au début c'est moi ou... Non, il bougeait vraiment. Après ça, j'ai été d'ailleurs très triste parce que je suis pas retournée dans cette maison parce qu'après les événements, forcément, on voulait pas forcément me revoir. Et c'est pour ça que je suis triste parce que en fait, j'aurais aimé, en fait, je me proclame pas passeuse d'âme, hein, rien du tout. L'aider surtout. Ouais, creuser un peu. Voilà, creuser pour savoir, soit creuser, j'avais déjà creusé, je savais déjà. Et en fait, ouais, j'ai pas pu en fait lui expliquer les choses et faire un peu mes rituels de protection, de purification. Et j'ai pas expliqué là, mais ça serait beaucoup trop long. Mais tous mes rituels pour en gros l'inciter, l'entité en fait. L'aider à aller en paix. Exactement. Donc voilà, j'y suis pas retournée. Je suis très triste pour ce monsieur parce que j'ai pas pu l'aider. Je trouve ça fou que tu vois, la petite qui a 4 ans en fait, ne peut pas inventer une telle chose. C'est pas possible, elle a pas regardé des films d'horreur ou elle n'a aucun but d'inventer ça, donc je comprends pas, tu vois. Puis surtout qu'elle était pas là en fait au moment où je disais tout ce que je voyais, etc. Elle était pas là, elle était dans la cuisine. Mais moi je pense aux parents, souvent c'est ça, ils nient ou ils veulent pas entendre aussi des fois ce qu'un enfant dit. Ça sort de l'imaginaire. Ou alors des fois, à l'inverse, les parents ont tellement peur aussi de ça, sans forcément se connaître on va dire ce monde-là, cet univers-là, que du coup tout de suite ça les effraie. Et généralement, je pense que le réflexe émotionnel ou psycho ou sociaux, c'est énervé. Enfin, c'est tout de suite, non, on va nier, oh arrête de dire des bêtises. Ça passe par la colère. Ouais, c'est ça, généralement c'est ça, mais parce qu'on nie en fait. Et c'est ça qui a tout cassé en soi, parce que si elle s'était pas après, je lui en veux pas, loin de là, parce que je la comprends, je veux dire. Surtout, tu vois ta fille, quoi, ton sang, tu la vois comme ça, je peux comprendre qu'elle a paniqué, quoi. Mais bon, du coup, ça a tout coupé, il est parti et ça a fait comme ça, et puis voilà. Et est-ce que tu... Alors ça m'intéresse de fou, je sais pas si vous aussi, mais est-ce que tu t'arrives à déceler chez les gens des... Ou, je sais pas, voir des choses chez les gens, tu vois. Par exemple, je sais pas moi, on va dire Rachko. Est-ce que tu arrives à voir des choses chez lui, je sais pas, des ancêtres à lui qui sont peut-être présents avec lui? Alors, ça m'est déjà arrivé, ça se travaille aussi. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, à un moment, j'ai pris plusieurs fois, quand j'étais au lycée, dans les filles de ma classe, des fois, je prenais leurs mains, en fait, comme ça, je me concentrais et j'arrivais à voir, à dire des choses. J'avais déjà prédit en fait un divorce d'une des filles, effectivement ça s'est avéré vrai. Ça m'est déjà arrivé, après ça n'a rien à voir avec la médiumnité, ça c'est vraiment de la voyance. Oui, ça m'est déjà arrivé de voir une personne, de dire il n'y a pas quelque chose avec ton grand-père toi, effectivement, qui avait une maladie, etc. Ça m'est déjà arrivé, mais c'était très rare, des fois ça m'est arrivé de me tromper aussi, des fois je lui disais est-ce qu'il s'est passé ça? Elle me dit ah, non pas du tout. Donc oui, en soi oui ça peut m'arriver, mais je le contrôle pas tout le temps en fait. T'es jamais sûr à 100%? Je suis jamais sûre à 100%. Pour ceux qui ont vu l'épisode précédent, j'ai invité une médium à venir et en fait, hors cam, on l'a pas évidemment filmé parce qu'aucun intérêt en vrai, elle m'a pris les mains et elle a essayé de deviner des choses, même à toute l'équipe. Hein. Vraiment, c'était assez étonnant. Elle l'a fait à tout le monde et en fait, ça s'est avéré plutôt véridique en fait. Ce qu'elle disait sur moi, ma relation avec mon père, qui est très spécifique, elle a réussi à déceler des choses qui n'est pas devinable en fait. La relation que j'ai avec mon chat, alors rien de bizarre hein, les gars, juste que j'ai une relation particulière avec elle et ouais, c'est assez étonnant. Ouais. Je l'avais vu cette vidéo-là. Je l'ai ressenti tout de suite que c'était une médium. J'ai ouvert la vidéo, tout de suite mes yeux sont focalisés sur elle, j'ai fait... Tout de suite, j'ai eu ce petit truc de... Mais au début, par contre, elle n'y croyait pas du tout, jusqu'à qu'elle développe ça avec des événements qu'elle a vécu dans sa maison, quoi. Et moi, j'ai juste, pour revenir à son histoire, est-ce que tu as essayé de chercher ensuite par la suite ce qui s'était réellement passé dans cette maison ou pas du tout? Ah oui, j'ai oublié de préciser du coup dans mon histoire. C'est qu'en repartant, du coup, sa mère n'avait rien contre moi. Elle a dit, bah écoute, merci beaucoup. En fait, t'as raison, parce que quand tu ouvres la porte, juste après la porte au-dessus, il y avait un crochet quand elle a acheté la maison. Donc là, ouais, on est pratiquement sûr et certain. Bah, merci beaucoup Mathilde, on peut l'applaudir en vrai, merci beaucoup.
T'as trop bien raconté, franchement, j'étais grave à fond. Merci beaucoup. J'avais pas l'impression. Non, si, franchement, nickel. Vous êtes trop forts, les gars. Je prends un peu de thé avant de raconter mon histoire. Et je vous propose après que je commence, ok? Bon, moi, les gars, c'est une histoire que j'ai pas vécue personnellement. Je la raconterai ça dans l'épisode que vous verrez du coup la semaine prochaine. Là, en l'occurrence, c'est une histoire qui est arrivée avec une famille. La femme s'appelle Sandrine, le père s'appelle Francis, et la petite, elle a 14 ans et elle s'appelle Carla. Le père Francis, il a un métier assez particulier. Pour vous expliquer un petit peu son métier, en fait, il est nettoyeur de scènes de crime. Donc c'est un métier hyper, vous l'imaginez, angoissant, très prenant. Il est souvent épuisé émotionnellement parce qu'il est face à des choses, vous imaginez, assez horribles. Même s'il essaie de se détacher, c'est assez compliqué quoi pour lui. Et même de déconnecter quand il arrive à la maison, il est souvent pas bien. Bref, il est souvent épuisé mentalement. La maman, Sandrine, a aussi un métier assez compliqué. En tout cas, elle est pas souvent là. Elle est hôtesse de l'air, elle est souvent dans les vols d'avion, elle part souvent plusieurs mois. Voilà, la famille n'est pas tellement soudée, quoi. Ils se voient pas tellement. Et c'est assez triste parce que Carla, elle vit pas trop bien. Et ça, le papa, il va le remarquer, Francis. Et du coup, il va se dire, bon, ça fait longtemps qu'on n'est pas partis en week-end tous ensemble, pourquoi pas se faire un petit week-end ensemble. Le temps de se reconnecter un petit peu, ça fera du bien, je pense, à tout le monde. Donc, ils partent un week-end en vacances, et ça va être du coup le week-end du 12 et 13 avril. Donc, tout va bien se passer, ils prévoient tout le petit planning, ils réservent un petit Airbnb, et c'est à Port-le-Cat. Je sais pas si vous connaissez, c'est à côté de la mer. Le sable à perte de vue, où il y a un peu personne, parce que comme c'est hors saison, c'est ça exactement, il n'y a pas de touristes, ils vont être là, tranquilles, on imagine, sur la plage. Tranquille, c'est un bien grand mot, et vous comprendrez pourquoi après. Donc voilà, ils font la route, tout se passe bien, ils sont dans le Airbnb le 12, ils arrivent le matin, tout se passe bien, la journée est étonnamment ensoleillée en avril, tout est trop cool, ils passent même un petit moment au restaurant à côté de la mer, c'est le seul restaurant d'ailleurs qui est ouvert à cette période-là. Ils passent une journée vraiment trop cool, même dites-vous que le mari, qui fait pas souvent de cadeaux à la maman Sandrine, il lui décide de lui acheter un chapeau. Alors étonnamment, c'est un petit cadeau qu'il lui fait comme ça, bref, un détail comme un autre. Et même, ce qui est cool aussi, c'est que le papa, du coup, prend le temps de se baigner avec sa fille, même si l'eau est un peu froide, et comme il y a du soleil, c'est parfait. Il joue vraiment avec elle, il reconnecte, il prend vraiment soin de sa famille. Et ça, c'est hyper important. Le premier jour, du coup, comme je vous l'ai dit, tout se passe bien. En revanche, le deuxième jour, il va être beaucoup moins drôle, car au réveil, déjà, le tonnerre. Il fait pas beau. Un ciel gris, quand tu te réveilles et tu vois ça, c'est pas forcément, ça annonce pas la meilleure journée. Mais bon, vous imaginez 2 jours de vacances, bon, ils veulent en profiter un maximum, donc ils vont se dire quand même, on va aller à la mer, quoi. On va quand même faire la démarche de profiter un max. Réveil assez salé pour eux, car déjà, Carla, elle a rêvé, alors vous allez trouver que c'est pas effrayant, elle a rêvé en fait que s'était mariée pendant la nuit avec Tom Holland, son acteur préféré. Bon, c'est un rêve un peu assez normal, en vrai, assez normal, à 2 jeunes filles, normal. Et elle va le dire à sa mère, et sa mère est assez croyante, elle croit pas mal aux entités, aux esprits, et elle va lui dire tu sais ma fille que par contre ça porte malheur. Parce que souvent, quand on rêve d'un mariage, apparemment, c'est un signe de malheur. Apparemment, ça annonce un enterrement. Je le savais pas ça, quand j'ai découvert l'histoire, mais apparemment en fait ça annonce un malheur. Bon, l'autre problème qui va arriver, c'est que le mari, le même jour, dites-vous, le 13 avril, il va vouloir se regarder dans la glace, mais il va voir que la glace, elle est pas du tout bien mise, sans sa petite accroche, ses 2 accroches, donc il va essayer de la recadrer, quoi. Et là, sans faire exprès, il le fait tomber par terre. Et là, ça se brise en 1000 morceaux. Encore un signe de malheur. Bon, au début, il capte pas, hein. Évidemment, il capte pas du tout. Mais bon, c'est pas grave, il passe à autre chose. Et là, Sandrine, la mère, elle regarde sur le canapé, et elle fait, mais j'ai laissé toute la nuit le chapeau sur le lit. Elle trouve ça étonnant. Et elle fait, waouh. Mince, parce que ça aussi, c'est un signe de malheur. Dites-vous qu'ils se réveillent et il leur arrive que des trucs comme ça, des signes un peu bizarres, comme avant-coureur d'un truc un petit peu de superstition un peu comme ça. Exactement, ils comprennent pas trop. Bon, après, ils font abstraction de tout ça, ils disent, bon, c'est pas grave, on va profiter, mais t'es un chelou quand même, tu vois. Bon, ils vont à la mer, tout se passe plutôt bien, et là, étonnamment, à leur spot, où ils veulent se poser, il y a genre personne. Comme si personne ne voulait sortir ce jour-là. Bizarre, donc ils restent à leur spot tranquille. Sauf que j'ai pas précisé, mais ils ont vu au loin en fait, là ils commencent à regarder un petit peu autour d'eux, et là ils voient au loin une vieille femme qui regarde l'horizon, elle trempe seulement les pieds,
Et eux, ils sont installés à leur serviette, ils se disent putain, qu'est-ce qu'elle fout là toute seule cette femme? On espère qu'elle va bien quoi. Enfin, c'est bizarre quand même, en plus il fait pas beau. Donc eux, ils finissent par aller se baigner. Francis, du coup, et sa femme Sandrine. Voilà, ils trompent juste les pieds parce que l'eau est froide, vous imaginez, ils vont pas se tromper entièrement. Hein. Mais voilà, c'est juste pour le truc de profiter avec la gamine aussi. Sandrine se tourne vers la droite, et là, elle regarde et elle voit que la vieille femme qu'elle avait vue, qui regardait l'horizon, se tourne vers la gauche, donc vers elle, et commence à avancer vers elle. Alors là, bon, elle regarde, mais sans forcément y faire attention, parce qu'elle se dit, bah vous savez, il y a souvent les gens qui marchent sur la plage juste pour kiffer, quoi, tout simplement, tu sais, exactement sur le bord de mer, comme ça, classique. Sauf que là, non, cette femme, elle va commencer à s'approcher de plus en plus d'elle. Et au même moment, Sandrine panique un peu et hop, sa bague tombe dans l'eau. Ça, par contre, c'est un mauvais signe. Alors Sandrine, elle ne savait pas que c'était un mauvais signe, ça. Jusqu'à que la femme l'interpelle et lui dise « Madame, vous savez que ça c'est un mauvais signe, il va vous arriver un malheur comme aux autres. » Alors là, Sandrine, elle est un peu choc-barque et se dit qui es-tu déjà? Pourquoi tu me parles? Et comment ça, c'est signe de malheur? Et comment ça, comme aux autres? La dame ne va, écoutez-moi bien, pas lui répondre et elle va partir. Mais avant ça, elle va lui donner une carte. Et cette carte-là, en fait, il y a marqué son numéro à cette femme, mais aussi qu'elle est médium. Elle lui donne la carte sans parler et elle se barre. Donc là, Sandrine panique un peu, mais en même temps, elle croit pas trop du tout à... Enfin, si, elle croit à ça, mais elle se dit, les médiums, je crois en tout cas aux entités, mais les médiums, c'est pas trop mon truc. Vous imaginez une personne qui vous donne comme ça une pancarte, est-ce que vous allez au premier abord la croire? Non. Donc là, elle commence à chercher sa bague, au cas où quand même, on sait jamais. Bah, ce qu'on a tous fait en vrai, hein, quand même, t'as envie de retrouver ta bague de fiançailles, hein. Elle la retrouve pas. Francis, son mari, essaye de l'aider. Non, impossible de la retrouver. Mais vous imaginez, le sable l'emporte, malheureusement. La journée, malheureusement, se finit un peu mal. Et bon, ils finissent par rentrer chez eux et voilà, quoi, tout se passe bien pendant plusieurs jours. Ils ont pu profiter. C'est le plus important en réalité. Sauf qu'il y a eu des petits signes bizarres, mais bon, ainsi soit-il. 2 semaines plus tard, Carla, elle rentre du collège. Elle voit au loin des policiers qui sont devant chez elle. C'est un peu chelou, elle se dit putain, mais bizarre quoi. Enfin, pourquoi il y a des policiers devant chez elle quoi? Et donc là, elle s'approche d'un agent qui l'interpelle directement et elle demande qu'est-ce qui se passe quoi. Lui, il demande si elle s'appelle bien Carla. Elle répond que oui en hochant la tête. Et là, il lui annonce tristement que ses parents viennent de décéder dans un accident de voiture. Quoi? Quelle horreur. Voilà, donc là, c'est chaud. Hein. C'est chaud pour une fille d'entendre ça, évidemment. Je ne vous fais pas la suite. Elle vit le pire jour de sa vie, quoi, en fait. Hein. Vous imaginez? Les jours passent et les policiers, évidemment, font une enquête et voient, en fait, dans la voiture, qui est sur la scène de crime, du coup, la pancarte de la médium. Ils la retrouvent froissée, mais ils arrivent quand même à revoir le numéro du téléphone de la médium. Donc, ils appellent, qu'une réponse. Mais ils arrivent, en revanche, à localiser avec le numéro l'adresse où le téléphone est domicilié. Et ça, c'est génial parce qu'on pourra peut-être avoir des... Je sais pas, les enquêteurs, ils essaient de voir. Parce qu'en fait, l'accident a été provoqué par rien en fait. Bon, ils disent du coup peut-être c'est un moment d'inattention, mais ils comprennent pas trop parce qu'il n'y a aucune substance qui a été consommée, rien du tout, c'est bizarre, il n'y a pas eu de voiture qui est venue dans l'autre sens. T'as pas plus de détails de l'accident, comment il s'est produit? Ils se sont pris un arbre en fait. Ils se sont pris un arbre tout simplement. Donc ça peut être l'inattention. Bon, les policiers veulent faire une enquête beaucoup plus poussée et vont donc aller voir finalement la médium. Ils toquent à la porte et c'est un homme qui leur ouvre en fait la porte. Mais là c'est directement un peu malaisant parce que le mec a l'air vraiment dans une dépression totale quoi. Le mec leur ouvre à peu près le même âge que la vieille dame qu'ils ont vue dans la mer et il est vraiment en dépression quoi. Bon, les policiers l'interrogent et ils lui disent vous savez qui c'est? Ils disent le nom de la personne de la pancarte, donc la femme. Et là il dit oui c'était ma femme mais elle est décédée il y a 8 ans d'un cancer. Il y a 8 ans d'un cancer. Alors comment c'est possible que la femme, ils aient pu la croiser en fait dans la mer? Et puis donner un truc physique, enfin. Et puis donner un truc physique, comment ils ont retrouvé la pancarte dans la voiture? Cette histoire est incompréhensible. Et les policiers à ce jour n'ont toujours pas réussi à en fait trouver une solution, élucider le mystère. On n'a aucune réponse quoi. C'était mon histoire. Peut-être que la dame, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais la dame qu'elle a croisée à la mer, elle a dû peut-être garder ou écrire les coordonnées du coup de la médium en donnant à la personne, en disant peut-être que ça pourrait vous aider, sans savoir que la personne est morte. Peut-être que c'est pas elle la médium, mais c'est possiblement ça et c'est sûrement ça d'ailleurs parce que ça paraît impossible. Mais par contre, le fait qu'il y a autant de malheurs en fait dans cette histoire, c'est ça que je trouve, les coïncidences sont quand même
assez bizarre, quoi, tu vois. Qui était parti d'un bon sens, petites vacances en famille, on se retrouve, tout ça, on retisse des liens. Qui vire au cauchemar, en fait, tout simplement. Ça, c'est vraiment pas de chance, quoi. Soit de la malchance, et c'est possible, si on veut être rationnel, soit autre chose. Bah écoutez, merci. Vous avez kiffé ou pas, ces petits tournages, en vrai? Très bien, c'était génial. J'espère que vous avez vraiment kiffé. En tout cas, moi, les gars, j'ai trop kiffé vous écouter, surtout vos histoires. Ça permet, en fait, j'aime trop, de faire venir des gens qui sont pas forcément connus ou quoi. Et juste, on parle simplement et c'est trop cool, quoi. D'échanger sur les différentes choses qu'on a vécues. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi. On se retrouve nous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Un épisode sort la semaine prochaine. Vous allez être contents. Aujourd'hui, on en tourne 2 dans la même journée. C'est trop cool, je suis trop content. N'hésitez pas, on est disponible sur Spotify. Tout le monde là, évidemment non. Je suis disponible sur Spotify. N'hésitez pas en format audio. Donc pour ceux qui veulent m'écouter, il y a une commu là-bas. Donc merci à tous ceux qui me suivent sur Spotify. Vous êtes les boss. C'était Léo. Et je vous dis à plus. Так, слышно меня? Ребят, чтобы вы понимали, мне еще так бесит, блин, телефон. Короче, я купила недавно, поставила какое-то стекло себе, которое ебейшее, лучшее в мире. Чтобы вы понимали, оно уже у меня разбилось, и теперь у меня лагает еще. Ну, типа, не из-за того, что трещина на весь экран. Я телефон этот роняла раз 30 уже. Я не знаю почему. У меня просто 17-й iPhone выпадает из рук. Ну да. А вы слышите песню? И нормально мой голос? Как вам моя композиция? Ну еще горшок будет. Блядь, смотрится ебейше. Даже не верится, что я могла это сделать. Вам не слышно? Ну не может не быть слышно. Ребят, как вам? Бомжи. Так, сейчас, секундочку, сделаю анонс. Блин, умираю. Умираю, ребят. Да, мне тоже нравится Цветаева. Тебе нравится? Сейчас, давай ее послушаем. Мне тоже она. Но мне моя любимая песня настоящая. Из всех песен. Она самая моя любимая. Да. Блин, я вообще считаю Ваню Дмитренко супер талантливым. Еще когда у него вышел его самый вот этот первый трек «Юпитер», потом 36,6, я говорила, что за Ваней Дмитренко будущее, а мне никто не верил. Вот видите, что вырастает, если в ребенка вкладывать деньги. Да. Твои модераторы знают, что такое икебана, и не хочется в бан из-за такой фигни? Мои модераторы? Они сделают, что я им скажу. В смысле? Меня не ебет, знают они это или нет. А я извиняюсь, а что? Ты хочешь мне сделать икебану? Или что? Я, конечно, понимаю, Мелаксен, ты это, зашуган, но можешь не переживать. Строчками Светаева или ночной Москвой падают на нас. Так, я отвечу, вот Лос, ты пишешь, блин, когда какая-то херня снится, всегда вспоминаешь, хотя мне давно сны не снится или может сняться, но я проснувшись вообще ничего не помню, я так понял, тебе нервничать нельзя. Нет, я просто отвечу сразу. Lost, у меня такая проблема, что... Нет, это даже не то, что там мне нельзя нервничать, ребят, очень сильно, потому что у меня уже все нервные клетки испепелены. Сейчас. Или ночной Москвой. Короче, что-то в тебя вкладывать деньги, выкладываешь,
Шо? Короче, объясняю, Лос, то, что мои сны вот эти вот, да, дело-то не в том, что я хочу избавиться от того, что мне снится херня. Нет, а вот эти вот, ну, я просто, к чему этот разговор зашел, я вчера на стриме показывала список желаний зрителям, да, ну, типа, о чем мечтают нормальные женщины, вы понимаете, да, там, гелик, там, машина, квартира, там, не знаю, сережки, Картье, о чем мечтает Буся, завертка, ручка и, блядь, пустырник, не пустырник, а пион, да. Вот, короче, рассказываю, что я, собственно, что я, собственно, хочу этим сказать. Короче, у меня такая херня, вот, и я тут добавила, ребят, значит, пион, короче, настойка пиона, уклоняющегося, это реально тема, я никому из вас это не рекомендую, мне это врач прописал. Короче, что такое настойка пиона? Да, цветок такой пион есть. Короче, она мне нужна, потому что у меня проблемы со сном, но при этом я аллергик, и при этом я не хочу сидеть на каких-то сильных таблетках. Короче, какая у меня проблема со сном? В том, что